Salut Benoît, très content de te retrouver pour cette nouvelle émission du Data Sommelier. Alors, je suis content pour plusieurs raisons. Bon, d'abord, on a travaillé pour la même grande boutique à une époque pour le même produit qu'on a adoré certainement, un produit dans la data. Donc, on s'est croisés dans la data. Et aujourd'hui, on va parler un peu de Databricks. Et je suis content parce que dans mon fil d'actualité, il y a beaucoup de Snowflake, beaucoup de Databricks, mais j'en ai pas parlé tant que ça dans les émissions du Data Sommelier. Donc voilà, je suis content de me rattraper un petit peu. Et donc, au-dessus de Databricks, on va parler d'une solution open source que tu as développée qui s'appelle Ontobricks. Et ça touche au knowledge management, ça touche au knowledge graph, à la semantic layer, tous ces sujets 2026 hyper chauds. Et je crois que tu as développé une solution qui est très claire d'abord. J'en ai vu un tout petit aperçu, mais on fera une démo tout à l'heure. Mais je crois que tu es tout à fait dans l'air du temps et je crois que les agents sont très contents d'avoir accès à ce composant Autombrix. Alors, écoute, Benoît, welcome dans cette émission. À toi le micro. Salut Stéphane. En effet, ça fait quelques temps qu'on s'était croisés. Même longtemps, on a pris quelques cheveux blancs depuis. Enfin, surtout moi. Moi, j'en ai plus, donc tout va bien. Non, blague à part, oui, il s'est passé du temps depuis le monde des ETL jusqu'au monde aujourd'hui des pipelines, des agents, etc. Et donc, oui, j'ai rejoint Databricks il y a 1 an et demi en tant que solution architect. Et j'ai trouvé qu'en effet, il manquait quelque chose dans le monde un petit peu de la data, qui est un petit peu lié à toute l'organisation de données. Tu parlais de web sémantique. Moi, je vais parler aussi d'ontologie, d'où le nom Ontobricks, de base de données graphes, parce qu'on a aussi besoin de toutes ces informations et de les relier entre elles. Et je me suis dit qu'il manquait en effet quelque chose de simple, d'efficace pour les utilisateurs métiers, leur permettre en fait de relier toutes ces informations et de les utiliser de manière intelligente. C'est un petit peu la genèse d'Ontobricks, mais je vais aller un petit peu plus loin dans ce que c'est exactement. Ce qui n'est pas un sujet facile, hein. Ah bah non, sinon ce serait pas intéressant. Il y a beaucoup d'éditeurs qui s'intéressent au sujet. Et pour décliner ça dans une solution facile d'accès, mais pour les business users aussi, c'est loin d'être facile, hein. C'est très loin d'être facile. Je pense que la mission ne fait que commencer. L'idée, bon, enfin, je vais l'expliquer un petit peu, mais si je peux commencer la présentation, mais l'idée vraiment, c'était ça, c'était comment, en fait, on va pouvoir fournir cette information la plus riche, la plus contextualisée possible à des utilisateurs métiers, mais aussi à des agents. Parce qu'aujourd'hui, on parle des agents. Hein. Si tu suis un petit peu la communication de Databricks, on dit, et c'est vrai, on constate même qu'aujourd'hui, la plupart des données sont créées par des agents. Ouais. Donc, ça nécessite aussi une organisation. Quand je dis la plupart, hein, on parle de 80-90%. Demain, ce sera peut-être quasiment 100%, j'en sais rien. Mais très clairement, cette donnée, elle a besoin d'être organisée, structurée, reliée de manière intelligente. Et j'ai envie de dire bien au-delà, en fait, des différents silos de données que l'on a dans l'entreprise aujourd'hui. Donc, comment faire ça Le web sémantique, les ontologies ont un rôle à y jouer. Et c'est pas nouveau, hein, l'ontologie, hein, ça date d'il y a plus de 20 ans. Hein, donc, c'est un sujet qui remonte à la surface, mais il y a pas mal de choses qui ont été réalisées, il y a pas mal de standards qui ont été mis en place, donc on va les voir. Donc, l'idée, c'était comment utiliser tout ça de manière intelligente pour rendre la donnée la plus accessible possible. Voilà. Go, c'est parti. Donc, il y a une première partie de présentation. On doit avoir quelque chose comme 6 ou 7 slides. Et puis après, on fera une démo live, hein, comme d'habitude dans l'émission. On ouvre le capot et tu sais que j'aime pas trop les slides, donc ça tombe bien. Allez, go. Non, alors, juste très rapidement, j'aime pas les slides, mais je commence par un gros, mais c'est pas la question. Juste pour poser un petit peu le décor, je crois que c'est important de parler de la maturité des entreprises aujourd'hui en termes de gouvernance. Très souvent, on parle de gouvernance, on parle juste de documentation d'étapes. Donc, moi, je parle du premier étage de la fusée, hein, c'est la partie basse qu'on retrouve ici. Alors, la partie catalogage, gestion des métadonnées, c'est hyper important, bien entendu, mais ce n'est que le premier étage. Après, on va retrouver une couche un petit peu plus métier. Donc, on va aussi parler de règles, on va parler de comment on va pouvoir utiliser ces données et uniformiser un petit peu
comment on les calcule, etc. Donc ça, c'est un petit peu la deuxième étage. Et puis le troisième étage de la fusée, donc qui est l'étage un petit peu de l'ontologie, c'est comment on va relier tous ces éléments entre eux de manière intelligente. On a des entités, les entreprises gèrent ou des assets, des produits, des clients. Comment tout cela s'articule de manière intelligente dans l'entreprise. Donc ça, c'est le dernier étage qui est celui que j'appellerais des ontologies. Ok, donc le premier étage, donc c'est plutôt technique, hein, c'est une approche de metadata technique, Ouais, tout à fait. et puis qu'on enrichit au fur et à mesure que l'on avance dans cette maturité. Et toutes les entreprises n'y sont pas encore, hein, parce que c'est complexe, parce que c'est aussi un problème d'hommes, hein, enfin d'hommes dans le sens de ressources, de connaissances. C'est pas qu'un problème technologique. Mais on va voir que quand on a une techno, ça aide quand même à mettre tout ça en place. La techno aide, hein, enfin les technologies aident, elles ne font qu'aider d'ailleurs. Hein, mais en effet, il y a tout l'aspect humain organisationnel qu'il faut prendre en question. On est d'accord. Entièrement d'accord. Ok. Alors, maintenant, l'ontologie, qu'est-ce que ça peut apporter? J'ai envie de prendre une analogie que j'aime beaucoup prendre auprès de mes clients, qui est, on aime tous aller au restaurant. Et quand on va aller au restaurant, moi j'ai envie de manger par exemple chinois ce soir. J'ai pas envie d'aller non plus trop loin, donc petit cercle autour de 5 km. Donc quel est le premier réflexe que je vais faire? Puis en plus je suis fatigué, c'est un troisième critère. Donc j'ai pas trop envie de prendre ma voiture ou d'aller prendre le métro si je suis à Paris ou n'importe. Donc qu'est-ce que je vais faire? C'est premier réflexe que l'on a tous naturellement, c'est on va regarder Google Maps. On va prendre Google Maps ou Apple, on va regarder quels sont les restaurants qui se situent. Et puis donc, on va regarder, on va rechercher, tiens, le restaurant chinois, ok, très bien, ça correspond à peu près à mes critères, quels sont les commentaires, est-ce que ça me convient, quels sont les menus, quels sont les tarifs, etc. Donc, on a besoin d'une part d'avoir la manière en fait dont on va accéder à la donnée, donc qui est ici le restaurant, et puis après, on a besoin d'avoir des informations sur la donnée elle-même. Donc, est-ce que ce restaurant va me plaire, est-ce qu'il correspond à mes critères, est-ce qu'il est loin, etc. Donc, toutes ces informations, en fait, on le fait naturellement, nous, en tant qu'être humain, mais il faut bien voir qu'au niveau de la data, très souvent, on ne pense qu'au restaurant, mais on ne pense pas nécessairement à la manière d'accéder à cette information. Et c'est là un petit peu que joue le rôle de l'ontologie qui va vous donner en fait la cartographie. Donc moi, j'aime bien prendre cette analogie de l'ontologie, c'est la carte, et puis après, la donnée, c'est la donnée telle qu'on va l'utiliser de manière traditionnelle. J'aime beaucoup cette association parce que ça parle en fait. Et là, tu es en train de nous dire que l'ontologie, on en fait depuis, sans le savoir, en utilisant Google Maps, on est en plein dans la techno de l'ontologie en fait. Je crois que tu sais, c'est un peu comme toutes les technologies de l'information aujourd'hui. Hein. Elles ne reflètent que notre manière en fait intrinsèque de fonctionner. On fonctionne comme ça naturellement. Ouais. Donc voilà, finalement, on ne fait que créer des technologies qui reflètent notre manière de penser et de faire les choses. Bon, ceci dit, blague à part, Google Maps est une fantastique application que j'utilise quasiment tous les jours. Et tu donnais l'exemple du restaurant. C'est évident que c'est mon réflexe numéro 1 quand je vais au restaurant, c'est je passe par Google Maps pour voir ce qu'on y dit, ce qu'on y mange, les menus, etc. C'est clair. Et n'oublie pas le petit détail. Hein. Je t'ai dit que j'étais feignant, ou en tout cas, je t'ai dit que j'avais pas envie de beaucoup bouger ce soir. Et donc, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai pas envie de conduire, quoi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Pour l'ultime étage, donc là, de l'automatisation, je vais rajouter de l'automatisation là-dessus, c'est-à-dire que j'ai envie qu'on m'y conduise au restaurant. Donc, je vais appeler un Uber. Donc, si je prends mon analogie et je vais jusqu'au bout, je vais avoir besoin d'un agent qui, lui, en fait, va me permettre d'accéder et de traiter l'information telle que je l'attends. Ouais, très clair. Et là, finalement, l'analogie est complètement parallèle. Voilà. Et là, on comprend que l'agent, il a besoin d'un contexte, d'une direction pour être opérationnel. Exactement, il a besoin d'un contexte extrêmement précis, le plus riche possible, pour pouvoir répondre et traiter l'information correctement. On parle presque plus d'hallucination, mais parfois ça existe encore. Voilà. En lui fournissant des informations très précises et très contextualisées, on va limiter en tout cas et surtout vraiment proposer une précision la plus pertinente possible. Super, j'aime beaucoup, je te piquerai l'idée. Copyright.
Donc, blague à part, donc Ontobrix c'est vraiment venu de cette idée-là. C'était comment on va pouvoir fournir à des agents, en fait, l'information la plus pertinente possible. Et la deuxième idée, c'était aussi de se dire, alors ça, c'est aussi l'ADN de Databricks, hein, comment je vais pouvoir utiliser un maximum de standards du marché. Donc là, tu envoies une petite liste. Hein. Alors, je parle de standards. Il y a les standards W3C tout à fait classiques, hein, RDF, OAuth, etc. Ça, c'est des standards vraiment de l'ontologie tels qu'ils existent depuis longtemps. Donc, c'est des standards qui ont vécu, qui ont été éprouvés donc avec le temps. On retrouve aussi des standards sur l'aspect, on le verra rapidement, data quality, etc. Et puis aussi des standards plus du marché en termes d'utilisation, Cypher, etc. Donc, ce pas des standards W3C, mais c'est devenu un petit peu des standards de fait qui vont permettre en fait de naviguer au travers des données telles qu'elles ont été traduites dans le graphe en fait. D'accord. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles, mais quand on travaillait sur un fameux produit ETL, il y avait il y avait le MDIS, Metadata Interchange Specification, ça date des années 2000, quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression qu'il y a toujours eu beaucoup d'efforts sur la standardisation, mais tous les standards n'ont pas survécu. Hein. J'ai l'impression que c'est vraiment très mouvant comme secteur. Hein. Oui, ça l'est parce qu'en effet, dans l'industrie, les besoins ne sont pas forcément les mêmes. Les ontologies ont été très, très utilisées d'ailleurs dans l'industrie propre, hein, notamment pour gérer les BOM, les Bill of Material, etc. De manière relativement théorique, vraiment pour essayer d'expliquer comment s'articulaient les différents produits avec les sous-éléments, etc. Et chaque industriel avait un petit peu sa manière de travailler. Donc ça a été, oui, un petit peu rude pour les standards de vivre. D'ailleurs, il en existe plusieurs selon différentes typologies d'industrie aujourd'hui. Mais ceux-là, clairement, ont réussi à survivre par rapport à différentes industries. Il existe même un certain nombre de standards au-dessus des standards. Par exemple, sur All, il y a des organismes tels que Cdisc, FIBO qui publient en fait leur propre ontologie que l'on peut récupérer sur le web. Et on verra que dans Ontobrix, on peut les récupérer et avoir des templates préexistants pour manager en fait ces standards. Mais oui, c'est clair que c'est ce qui fait aussi que quand un standard dure, c'est peut-être qu'il a une vraie valeur aussi quelque part. Ouais, très clair. Ok. Bon, je connaissais All, je connaissais GraphQL, tu vois, et puis j'avoue que les autres, pas certains. Alors GraphQL, oui, c'est pas tout à fait un standard. C'est un standard entre guillemets. Ouais, ouais. Ouais. Mais la partie haute, c'est vraiment des standards W3C et la partie basse, à part Turtle, mais c'est vraiment des standards de fait qui s'imposent un petit peu, j'ai envie de dire, sur le marché. Ah, d'accord. Voilà. Donc l'idée, c'était vraiment d'utiliser un maximum en fait toutes ces démarches open et standards du marché. Ouais, très bien. Alors si je résume un petit peu, donc parce qu'on est côté Databricks, hein, donc Ontobrix c'est une solution qui fonctionne sur Databricks bien évidemment. On a Unity Catalog qui, comme tu le sais, est la couche de gouvernance donc dans Databricks qui permet vraiment d'unifier en fait les données provenant de Databricks, même d'ailleurs au sein d'un même catalogue. Donc on a le what, hein, on a où elles sont, qu'est-ce qu'elles veulent dire, etc. L'idée d'Ontobrix, c'est de se dire, voilà, donc on est dans une approche web sémantique et comment en fait, comment je vais pouvoir accéder et interagir avec ces différentes ressources de manière hiérarchique ou de manière un petit peu réseau, quoi. D'ailleurs, ça me fait penser que je rappelle qu'il y a il y a Databricks Free Edition avec lequel je m'amuse d'ailleurs en ce moment pour bien comprendre les concepts. Et en fait, tu as toute la solution, un clé en main dans une interface commune. Oui. Et il y a Data Lake, Lakebase qui est maintenant intégré dans Databricks Free Edition. Et puis Lakeflow également, j'ai l'impression. Donc Oui, ça l'est. Donc, si vous avez envie de tester Databricks, c'est une super façon de démarrer avec la solution. Ah, tout à fait, oui, tu peux tout à fait récupérer Ontobrix et la déployer dans un Databricks Free Edition. Oh, super. OK. Alors, on va finir les slides, hein, juste pour introduire un petit peu la démonstration. En fait, voilà comment ça va se passer en fait, dans Ontobrix. L'idée, c'était aussi, donc je t'ai dit, hein, l'idée, c'est de fournir du contexte aux agents. Mais aussi, ça va être intéressant d'utiliser pleinement les agents pour construire l'autologie. Et là, j'ai presque envie de dire la boucle est bouclée, mais pas loin. Donc, comment ça va se passer? Donc, on est business user, on est en tout cas analyste ou quelqu'un qui a quand même une certaine sensibilité avec les données, bien entendu. On a des documents techniques
ou des documents descriptifs plutôt de comment fonctionne mon métier, comment fonctionne mon business. Là, je prendrai tout à l'heure l'exemple dans l'énergie, donc d'un fournisseur d'énergie, gaz, électricité, etc., donc très à la mode aujourd'hui, où on va gérer en fait différents contrats ou différentes réclamations auprès du call center, etc. Eh bien, on a forcément des documents qui décrivent tous ces process, toute cette organisation. Donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir consommer ces informations-là. On a aussi des métadatas, donc dans Unity Catalog, hein, où on a des données qui sont prêtes à être utilisées. Hein, donc, toute cette récupération des données provenant du call center, etc., on a besoin de les utiliser, bien évidemment. Donc, à partir de tout ça, eh bien, on va demander à Antobrix de créer cette ontologie, donc de créer cette vision graphique, relationnelle entre les différents éléments. Donc, Antobrix va lire le document, va regarder les métadonnées qui sont disponibles, et puis il va dire, tiens, voilà telle entité, tiens, j'ai tel client, il est relié, il a bien entendu un certain nombre de contrats, etc. Donc, il va vous proposer ça. Donc, il y a une partie automatique, la collecte de Unity Catalog, ça, je pense que c'est automatisable. Hein, et, totalement. Voilà. Par contre, la partie rajout de données métiers, business, donc ça reste un processus manuel. Alors, non, parce qu'on va juste importer le document. D'accord. En fait, derrière, c'est un agent qui va regarder, qui va lire le document, comprendre le document, l'analyser et en fait créer des entités. D'accord. Donc la seule opération manuelle, c'est ça, c'est d'apporter ce document et de le mettre dans le système pour qu'il soit ingéré et cartographié et relié au système. Exactement. Ah, très fort. Alors bien entendu, l'agent, il va pas forcément, même s'il y a un document, c'est très descriptif, ça va peut-être correspondre à 90% du besoin. Il y aura forcément des nuances. Donc l'idée, c'est que l'application permette aussi de mettre à jour, de modifier, de changer en fait ce qui a été généré. C'est un petit peu la loi de Pareto des 80-20, donc on va dire quelque chose comme ça. L'idée, c'est vraiment de mâcher le travail au maximum pour l'utilisateur, pour qu'il ait vraiment le moins à faire. Mais de l'autoriser, bien entendu, toujours, de lui laisser la main pour modifier et changer ce qui a été généré. OK. Donc ça, c'est un petit peu la deuxième phase. La troisième phase, ça va être, donc vraiment là, je crée mon ontologie, donc je crée ma vue business, en fait, organisationnelle de comment sont organisées mes données. La troisième phase, ça va être comment je vais mapper cette vue théorique avec des données réelles. Ouais, c'est ça. Là, la phase de mapping, on appelle ça l'assignement sémantique, enfin, il y a tout un tas de terminologies, mais l'idée vraiment, ça, on est au cœur du sujet, c'est comment mapper cette information avec la vision théorique. Sachant que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut avoir, sur un même jeu de données, plusieurs vues ontologiques. Ouais, d'accord. Et ça, c'est intéressant parce qu'on peut se dire, le contact center, il aura une certaine vision des métiers, une certaine utilisation des données. Peut-être que la finance, elle en aura une autre, etc., etc. Alors, rappelle-toi qu'on a eu un précurseur en France avec Business Object. Je ne sais pas si tu... Et les univers BO qui ont... en fait, c'était la V0 de tout ça, hein, il y a 25 ans déjà. Oui, ça fait mal. Ça fait mal. Oui. Les univers, chez Cognos, c'était comment ça s'appelait? Il y avait un autre nom, mais oui, cette idée-là, en fait, d'une couche d'abstraction, c'est exactement ça. Alors là, c'est légèrement différent. L'idée est presque la même, mais bien entendu, la finalité, comme on le voit ici, ça va être de créer ce qu'on appelle le digital twin, ça va être de créer une vision graphe, mais de contrôler le graphe, en fait, par rapport à l'ontologie. Ce qu'on a vu chez pas mal de clients, c'est qu'en effet, ils poussaient pas mal de données dans les graphes. Le problème, c'est que quand on fait ça sans aucune règle, en fait, ou sans aucune gouvernance derrière, ça devient vite un peu le Far West. Il y a des entités qui se créent de toute typologie, enfin bon, ça devient vite le bazar. L'idée, c'est d'utiliser vraiment l'ontologie comme finalement un entonnoir. Donc, tout ce qui va aller dans le graphe va passer et être reformaté par rapport à ce que l'ontologie a défini. Donc, quelque part, utiliser l'ontologie comme un data model. Ouais, mais je pense que le côté usability est très important. Ça me fait penser, tu sais, au système de lineage et d'impact analysis qu'on avait dans différents outils. Quand il y a 3-4 tables en source et 3-4 tables en sortie, ça va, on s'en sort. On a plusieurs centaines, des centaines d'objets, ça devient vite la pagaille, on ne sait plus où on est. Et c'est ça une des complexités de la chose, c'est que se situer dans l'univers de tout ça, et avoir accès aux objets les plus utiles, c'est aussi une question d'organisation. Oui, tout à fait.
Tout à fait. Et en fait, j'ai envie de dire aussi, parce que j'ai discuté pas mal avec beaucoup de clients sur le sujet, le vrai problème, ou le vrai piège, pardon. Le vrai piège que l'on retrouve souvent, c'est que les clients essayent d'avoir une ontologie qui va répondre à tous leurs besoins. Ah ouais, Ce qui est, à mon avis, une erreur fondamentale parce qu'on n'arrive jamais à rien. On ouais, pour 10 ans après et malheureusement à rien. Et en fait, ce que l'on voit bien, c'est que dans la vraie vie, comme je te disais, on peut avoir plusieurs visions métiers sur des mêmes données. Les données peuvent être utilisées de manière différente. Elles sont structurées d'une certaine manière, mais elles peuvent être utilisées de différentes sortes, de différentes. ouais, d'accord. Donc, tu privilégies peut-être le use case ou des sous-domaines, c'est ça? Et commencer petit? Exactement. Ah ouais, je crois que c'est vraiment ce qui est le plus efficace. C'est exactement ce que je dis à mes clients. Commencez petit, vous partez sur un use case, vous étendez votre succès. C'est du basique, hein, j'ai l'impression que je dis ça depuis 20 ans, mais vraiment, on voit bien, c'est ce qui marche aujourd'hui. Et puis à partir de là, en fait, si le use case s'étend trop et diverge, peut-être que c'est un autre domaine qu'il faut traiter de manière séparée. En tout cas, s'il y a divergence, ou alors c'est de l'extension. C'est de l'extension ou alors un domaine séparé, et on va voir qu'on peut même relier ces domaines. C'est un petit peu l'intérêt du web sémantique par la suite. D'accord. Écoute, ça me va bien comme approche. Voilà. Donc oui, bon, très très rapidement, il est beau ce slide, hein, généré par IA, bien évidemment. Je trouve assez sympa. L'idée, c'est, une fois de plus, hein, la flexibilité, d'apporter de la flexibilité dans cette démarche et de ne pas rentrer dans une démarche lourde, complexe, donc permettre en fait à des utilisateurs métiers ou plutôt des analystes, parce que je n'aime pas dire utilisateurs métiers, ils ne vont pas forcément jouer avec ce genre d'outils, mais en tout cas des analystes, des gens qui ont une certaine appétence pour les données, mais qui ne veulent pas qui ne veulent pas entrer dans la technique, leur offrir un outil qui puisse leur permettre très rapidement de naviguer dans la donnée. Ou alors, le deuxième client qui va être de plus en plus, comme je disais tout à l'heure, c'est les agents. Et donc, fournir à ces fameux agents un contexte le plus riche possible. Ah oui, parce que c'est eux qu'on doit alimenter rapidement avec la donnée fraîche, effectivement. Donc, bon, il est très bien ton slide. Non, non, je plaisantais. Donc oui, alors qui va en bénéficier? Évidemment, les data engineers déjà, parce que ça va leur permettre aussi de cartographier de manière beaucoup plus pertinente les données. Comme je disais, les experts domaines, les architectes, compliance team, on n'en a pas parlé, mais en effet, la compliance, à mon avis, va être un sujet de plus en plus sur la table, en tout cas dans les entreprises. Je t'ai parlé tout à l'heure des différents standards autour des différentes industries, finances, on en retrouve aussi autour du healthcare, de l'industrie, manufacturing, etc. Donc il y a de plus en plus de standards qui se construisent en tout cas, et qui sont déjà très matures sur les ontologies. Donc utiliser ça et leur permettre de leur fournir des outils pour mapper et calquer en fait leurs données, ça pourrait être aussi quelque chose d'intéressant. D'accord. Donc, l'utilisateur final, lui, il bénéficiera de ça, mais au travers de requêtes toutes faites ou de dashboards qui auront été conçus en amont. Mais le travail préparatoire, c'est plutôt, voilà, comme tu le dis, data engineers, data architects, c'est plutôt quand même des profils relativement techniques. Hein. Mm. Ok. Les dashboards, honnêtement, est-ce que tu crois qu'il y en aura encore dans quelques années? Je ne suis pas sûr, moi, personnellement. Mais... Non, mais c'est le vrai sujet, effectivement. Hein. On va pouvoir faire ses requêtes ad hoc et concevoir son dashboard dans la foulée. Exactement. Ouais, tu as raison, c'est vrai. Donc, ouais, je pense que vraiment, on aura une approche vraiment langage naturel. On posera les questions, on aura directement les réponses. Je pense qu'on y va naturellement. Hein, je vois, il y a de plus en plus d'adoption, en tout cas en la matière. Mais bon, on verra. L'avenir va être intéressant. J'ai commencé à regarder Génie et Génie le fait. Il le fait même très, très bien. Ouais. Il le fait très, très bien, oui, tout à fait. C'est une vraie démarche. Je pense que c'est un vrai changement de paradigme, en tout cas en termes d'analytique, qui va certainement changer beaucoup de choses. Ouais, je suis très d'accord. Alors, est-ce que c'est le moment de la démo, là, ou pas? C'est le moment de la démo. Je crois que tu fais une très belle transition. D'accord. Donc oui, comme je te disais, donc sur la démo, juste pour poser légèrement le contexte, hein, donc je vais prendre un exemple relativement simple, comme je disais tout à l'heure, d'un fournisseur d'énergie, donc dans lequel, bien évidemment, on a des clients ont des contrats, ces clients posent des réclamations par rapport à leur consommation, etc. Ils appellent un centre d'appel, ils ont affaire à des agents qui gèrent ces différentes réclamations, etc. Bon, du classique, j'ai envie de dire, très simplifié sur le use case. Écoute, très clair. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? C'est qu'on va voir, ce qui est intéressant, c'est de se dire, les données, elles ne sont pas toujours telles qu'on les attend. Et le graphe, en tout cas la vision graphe, la vision digital twin,
fournissant un contexte riche, va permettre parfois de passer outre finalement les problèmes potentiels de qualité ou les problèmes d'interprétation de qualité que l'on peut avoir. Donc, c'est un petit peu aussi l'objectif de la démo. D'accord. Donc, je vais, tu peux me switcher. Allez, on switch sur la scène de démo. Okay. Voilà, donc là, je vois ton écran, Ontobrix et puis les 3 pavés design ontologie. On est bien sur le bon écran? On est bien sur le bon écran. On Super. trouve les 3 pavés, c'est ni plus ni moins que les différentes étapes que je t'ai décrites tout à l'heure. Alors, si je commence par le début, on va ici aller sur la partie import. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on peut commencer par importer en fait des ontologies qui existent par rapport. Alors, comme on est dans du standard, on peut importer un fichier ALL ou un fichier RDFS. Ça, c'est les différents standards si on a déjà travaillé sur l'ontologie. Si on veut récupérer des données qui proviennent, enfin des ontologies qui proviennent de différents standards du marché, dans la finance, d'un point de vue santé ou manufacturing, on a la possibilité de directement s'interfacer et récupérer les dernières versions des ontologies qui existent. D'accord. C'est vraiment quand on veut respecter les standards, on est dans une démarche peut-être de compliance. La deuxième façon de faire, c'est d'utiliser, comme je te disais, la génération automatique d'ontologie à partir de rien. D'accord. Donc, on a cette capacité ici, donc generate ontologie, donc d'utiliser des métadonnées qui ont été importées. Donc, ça, c'est des données qui sont dans Unity Catalog. Donc, Unity Catalog peut gérer de la fédération. Donc, ce n'est pas forcément des données qui sont stockées dans Databricks. Ça peut être des données aussi qui sont à l'extérieur. D'accord. On a la possibilité d'utiliser des documents, donc un ou plusieurs documents. Donc, ici, par exemple, ici, j'avais une description tout à fait textuelle, classique de mon business. J'ai déjà fait des essais sur plus de 50, 100 pages. Ça ne pose pas de problème. Donc, on peut utiliser un certain nombre de documents qui, comme je te l'expliquais, permettent de décrire comment fonctionne en fait le métier, donc l'organisation, etc. On peut fournir un certain nombre de guidelines. Alors, ici, il y a des petits templates qui existent, mais bien entendu, on peut dire, voilà, on peut changer et modifier un petit peu tel qu'on le veut. Et puis, préciser un certain nombre de notions. Donc, quand je vais générer l'ontologie, quand je vais appuyer ici, alors, je ne vais pas le faire parce que ça prend 2-3 minutes, et on n'a pas le temps. Mais quand je clique ici, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un agent qui va fonctionner derrière et qui va utiliser donc toutes ces informations pour générer qui va traduire en fait finalement la partie ontologie telle à quoi elle ressemble. Donc, on va retrouver les différentes entités. Donc, on va retrouver ici les clients, les réclamations, les contrats tels qu'ils sont gérés, vous voyez, des souscriptions. Donc, chaque élément en fait est relié. Tu vois, quand il y a un lien avec une petite boule, ça veut dire que c'est une relation. Ouais, d'accord. C'est une entité. Et quand c'est ça avec des petits tirets ici, c'est de la notion d'héritage. Les ontologies gèrent la notion d'héritage, ce qui permet de gérer l'héritage, par exemple, d'attributs. Un client, par exemple, il a un certain nombre d'attributs ici, donc c'est ce qui me permet en fait de qualifier finalement mon client. Donc, mais un client, c'est une personne et un agent aussi, à l'occurrence ici, par exemple. Donc, j'ai cette notion d'héritage, j'ai ces notions de relation. Ce qui est intéressant, c'est que les ontologies, c'est quelque chose d'assez riche. On peut définir des contraintes. Je crois que j'en ai mis ici, d'ailleurs, qui est assez rigolote. Mais voilà, je peux tout à fait dire, un client, il n'a qu'entre 1 et 3 contrats. D'accord. C'est quelque chose que tu ne peux pas faire de manière relationnelle, si tu veux. Mais les ontologies, avec cette vision-là, permettent en fait de définir en fait des contraintes assez précises sur les relations, sur les entités, etc. D'accord, donc tu peux émettre ces règles logiques déjà à ce niveau-là, en fait, hein? Tout à fait. OK. Ensuite, on va pouvoir... Donc ça, c'est vraiment la vision très relationnelle entre les différentes entités. On est entité, relation, entité. Ensuite, on va pouvoir définir des règles de qualité qui sont vraiment propres à cette vision relationnelle. Donc là, je suis dans le standard Shackle, donc qui est une fois de plus un standard W3C, et je vais pouvoir définir un certain nombre de règles. Donc ça, c'est le standard tel qu'il est écrit. C'est pas très lisible, mais c'est pas grave, c'est ce qui est généré, donc il n'y a absolument rien à saisir. D'accord. Un client, par exemple, doit avoir un email. Je peux définir les règles de cardinalité, c'est ce que je définis tout à l'heure, unicité, consistance. Je peux définir vraiment un certain nombre de règles telles qu'elles sont, enfin, des règles vraiment propres
au monde finalement des ontologies du monde relationnel. D'accord. Je vais pouvoir aller beaucoup plus loin maintenant. Donc, ce qu'on appelle dans ce qui est reasoning, donc c'est la partie aussi intéressante des ontologies, c'est pas que l'aspect descriptif des relations, ça va être aussi de définir des règles beaucoup plus intelligentes, en tout cas des règles d'inférence en fait finalement entre les différentes relations. Par exemple ici, j'ai un client qui a, toi je peux enlever, je peux remettre. Je peux dire, j'ai un client qui a émis en fait une réclamation et cette réclamation est reliée à un contrat. Bah, si j'ai ces deux types de relations, normalement je dois avoir ce contrat attaché à mon client. Ouais, d'accord. D'accord. Et ça, c'est pas forcément quelque chose que tu vas retrouver dans le jeu de données. Pour X raisons, et d'ailleurs, l'effet de son là, c'est que dans l'exemple que je vais vous montrer, c'est pas le cas. J'ai cette relation qui n'existe pas, et pourtant, c'est une relation qui est vraie d'un point de vue métier. Un client n'aurait pas dû pouvoir émettre une réclamation s'il n'avait pas un contrat attaché. De fait, ouais, ça tombe sous le sens, hein, c'est clair. Tout le sens. Mais du point de vue des données, pour X ou Y raison, certains systèmes ne le gèrent pas, ou c'est plusieurs systèmes agrégés, voilà, il peut manquer quelque chose. En tout cas, cette relation métier a besoin d'exister. Donc, je vais pouvoir définir des chemins de cette manière, plus ou moins complexe, comme tu vois ici. Je vais pouvoir aussi faire des decision tables. Je vais pouvoir vraiment créer des règles d'inférence assez complexes qui sont basées sur la valeur des données, en fait, mais pas sur la structure des données, si tu veux. D'accord, d'accord. Okay. Donc voilà, donc je peux définir un certain nombre de choses. Et juste pour info, voici le fichier all tel qu'il est généré. Ça, c'est vraiment le format. Une fois de plus, on ne le modifie pas, hein, c'est pas modifiable ici. C'est juste pour montrer qu'on va supporter ce standard à 100%. D'accord. Donc tout ça, c'est des pièces cachées en fait sur lesquelles tu t'appuies. Hein. On n'est pas en train d'aller éditer ce fichier-là forcément. Absolument pas. On est d'accord. Non, l'idée, voilà, je le montre juste pour montrer qu'on supporte le standard, mais évidemment, c'est 100% généré par la solution. OK. Donc la deuxième étape, c'est ce que j'appelle tout à l'heure le mapping, hein, donc qui permet maintenant de réutiliser cette ontologie et de se dire, OK, comment à partir de cette ontologie, je vais récupérer mes données. Donc, ici, tu vois, toutes les petites boules sont vertes, ce qui est plutôt bon signe. Quand tu viens de le créer, l'ontologie, en fait, tout est rouge. Et ici, certaines sont grisées, parce que tu n'as pas forcément besoin de récupérer toutes les données. D'accord. D'ailleurs, j'ai envie de dire, tu vois, Meter Reading, ça c'est vraiment les relevés de compteurs. Ça n'a pas de sens d'être dans une base graph. D'accord. On est sur des données transactionnelles, des time series. Ça, il ne faut pas le stocker dans des bases graph. Ce n'est pas du tout fait pour ça. On va plutôt utiliser toute la puissance de Databricks pour gérer ce genre d'informations. Par contre, on a besoin d'avoir le pointeur dessus. Ça, c'est autre chose. D'accord ? Mais on ne va pas en tout cas stocker cette information. Okay. Par contre, on va mapper chacun de ces éléments, en tout cas chacune des entités, chacune des relations. Alors, on peut s'amuser à le faire manuellement. C'est du SQL, c'est la seule partie technique. Ou alors, on a ici une fonction qui s'appelle automap, qui en fait redonne la main à un agent, et l'agent va automatiquement générer la requête qui va bien par rapport aux métadonnées qu'on lui a données. D'accord. Donc tu peux te faire assister, y compris à ce niveau-là, parce que ça peut être le point douloureux hein, de la compréhension des choses. Et se faire assister, c'est là où l'outil a tout son sens. Hein. C'est le point douloureux, et en effet, là, tu peux le jouer de manière 100% automatique, en fait. Énorme. Avec toujours, ça c'est important, hein, cette possibilité de pouvoir modifier, ajuster donc tout ce qui est généré. Je pense que c'est toujours important, les agents c'est génial, mais quand l'agent gère 100% et qu'il y a un petit grain de sable, eh ben, le petit grain de sable peut tout mettre par terre. Donc l'idée c'est, voilà, ce petit grain de sable, on peut le changer soi-même et du coup avoir quelque chose qui soit complètement fiable. Ouais, d'accord. J'imagine qu'il y a une notion de traçabilité de ce que font les agents, avec une inspection de log, j'imagine, quelque chose comme ça. Tu sais que dans la plateforme Databricks, il y a MLflow. Donc MLflow, en effet, est derrière pour tracer tous les échanges et toutes les étapes en fait, de traitement. D'accord. Oui, tout à fait. Une fois de plus, un autre standard, hein, R2RML. Donc c'est le standard qui décrit le mapping, en fait, comment tu mappes en fait l'ontologie avec donc les différentes requêtes SQL. Donc pareil, automatiquement généré par la solution. Troisième étape, l'étape, ce que j'appelle de build. Donc cette étape dans laquelle en fait on va utiliser la traduction en fait de l'ontologie en SQL finalement. D'accord. Et générer en fait ce qu'on appelle un triple store.
donc qui est en fait, quand on utilise les graphes, en fait, on génère tout sous forme de triplet, donc qui est sujet, prédicat, objet. Donc chaque élément, chaque attribut, chaque relation en fait devient une nouvelle ligne. C'est une manière en fait de modéliser pour naviguer en fait très rapidement en fait dans une base graph. D'accord. On va générer en fait ici ce triple store automatiquement dans la solution pour pouvoir après en bénéficier ici dans ce qu'on appelle le digital twin. D'accord. Donc très bref exemple, si je reprends mon exemple de tout à l'heure, hein, donc j'ai un client qui s'appelle Jacob Martinez. Et je vais montrer la vision un petit peu graph. Alors, j'ai créé des groupes, donc je vais faire un expand. Donc, mon petit Jacob Martinez, j'ai mis celui-là. Jacob. Donc, ça, c'est bien quand on a un gros graphe. Il est ici. Donc, mon petit Jacob Martinez est ici. Donc, je peux zoomer, dézoomer, bien sûr. Et ça, c'est un petit peu tout son écosystème. Tout ce qu'est mon fameux Jacob Martinez. Et donc, si je clique dessus, on voit que, tu vois, il a émis 2 différentes... Ça, c'est des claims, hein, donc des réclamations. D'accord. Donc, et visiblement, il a donné un certain nombre de feedback, mais visiblement, pas de contrat attaché. Ce qui est intéressant. Les contrats sont apparemment attachés, tu vois, aux différentes claims, mais pas directement à lui. Ouais, d'accord. Alors, comme je te disais, moi, je crois fermement... Pardon, c'est pas le bon truc. Je crois fermement, moi, à l'interrogation en langage naturel. Et ce qui serait intéressant, c'est de se poser la question, bon, bah, tiens, combien de réclamations et de contrats à notre fameux Jacob Martinez? J'aurais pu le mettre en français, pardon, c'est l'habitude. Et tu vois, d'ailleurs, si je lui pose la question, il ne me répond pas 0 contrat. Ouais. Il les a retrouvés. Si je posais la question d'un point de vue purement SQL, il trouverait 0 contrat. D'accord. Il trouverait 0 contrat parce que, tout simplement, il n'y a pas de données qui sont rattachées dans le contrat. Donc, je ne sais pas si je peux switcher sur la partie table ici. Non, il faut que je fasse. Donc, si je vais dans Databricks ici, donc ici, tu vois, j'ai un certain nombre de tables qui sont derrière. J'ai contrat et contrat, tu vois, il y a un client qui est rattaché. Ouais. Dans la vraie vie, enfin, en tout cas dans la vie théorique, pardon, je devrais avoir ces contrats qui sont rattachés à mon client. Mais pour X ou Y raison, ils ne le sont pas. Dans ce cas de figure précisément. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'agent, lui, il a été capable de parcourir mon fameux graphe. Je vais retourner rapidement. Et il a retrouvé la relation manquante. Exactement. Et il a retrouvé, en fait, la relation indirecte. Indirect, c'est ça. Pas manquante, mais indirecte, ouais. Ouais, j'ai fait quelque chose de simple, hein. C'est-à-dire que je me suis baladé que sur, tu vois, un seul, et il a fait ça. Il allait parcourir ça. Il a vu que Jacob Martinez avait émis un certain nombre de claims. Il s'est baladé, il a été regarder qu'est-ce qu'il y avait autour des réclamations, donc quels sont les contrats rattachés, et il est allé retrouver le contrat. Et parce que je lui avais dit tout à l'heure cette fameuse relation, je ne sais pas si tu te souviens, je t'ai montré le chemin, je lui ai dit que normalement, quand un client a émis une claim et que cette claim est attachée à un contrat, eh bien, mon client possède ce contrat. Ouais, d'accord. Je lui ai précisé cette règle implicite, qui n'est pas une règle structurelle, mais qui est vraiment une règle métier. Et c'est ça qui lui a permis, en fait, de se dire, OK, très bien, c'est que vraiment ce contrat lui est rattaché, c'est son contrat, lui. Ouais, d'accord. Écoute, alors déjà, bravo pour ce projet. Je rappelle que c'est un projet open source. Alors, tu l'as pas démarré la semaine dernière, hein, parce que quand je vois toutes les features, j'ai l'impression que ça fait quand même un paquet de temps que tu es dessus, non? Oui, ça doit faire, je crois que c'était avant Noël, donc ça fait quelques mois. Oui. D'accord, parce que c'est complètement abouti. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manquerait? Non, c'est pas totalement abouti, très honnêtement. Il y a notamment, là, je suis en train vraiment d'intégrer Lakerbase dans la partie. Donc, Lakerbase qui est la possibilité d'utiliser Postgre en fait dans Databricks. Ouais, c'est ça. Pour optimiser les performances, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, il y a des problèmes de performance entre les données qui sont stockées chez le client et ce qu'on appelle, nous, le control plane. Donc, il y a des soucis de performance quand il y a des très, très gros volumes. Ouais. Donc, là, je suis en train de travailler vraiment sur les optimisations à un très fort volume, plusieurs millions, voire milliards de données. Ouais, d'accord. Vraiment. Il y a pas mal de demandes. Alors, très étonnamment, il y a des clients qui veulent moins d'agentique aussi pour interroger.
Ce que je t'ai montré là, c'est vraiment une question très simple, mais parfois on peut poser des questions beaucoup plus complexes aux agents. L'agent, en fait, il déplie en fait l'arbre et à partir de là, on peut faire un certain nombre de choses. Là, j'ai travaillé avec une société de conseil, une grosse société de conseil aux États-Unis, et eux, ce qu'ils voulaient faire, c'était du staffing, par exemple, la gestion de staffing. Mais ils ont pas mal de règles complexes. Il dit, bon, si à chaque fois je dois te faire tourner un agent, ça va me coûter cher en token. Ouais, bah Ils oui, voulaient pour ça utiliser des règles plutôt déterministiques. Donc c'est pour ça que j'ai travaillé sur une notion de cohorte, créer des notions de cohorte par rapport à des règles. Donc on parcourt le graphe avec certaines conditions, etc. Et on crée des cohortes pour pouvoir rajouter, même dans le graphe, en fait, des nouvelles relations ou des nouveaux types de relations. d'accord. Voilà, Donc, il y a pas mal de besoins qui remontent comme ça, et donc, oui, c'est un projet vivant, quoi. d'accord, c'est ça, mais tu rajoutes des use cases au fur et à mesure, mais tu as tous les fondamentaux qui sont là. C'est une V1 ou peut-être même plus, largement exploitable et utilisable tel quel. Oui, oui, oui. Pour l'instant, il y a quelques clients qui commencent déjà à l'utiliser. Et donc, vraiment, l'accent, c'était la facilité. Donc, je suis sûr que je peux encore améliorer la facilité. Là, je suis en train de construire une équipe pour aussi participer et contribuer. C'est de l'open source, donc tous ceux qui travaillent sur Databricks sont bien évidemment bienvenus pour participer et soumettre leurs idées. Hein, donc voilà, oui, bien sûr. Bon, bah super. Donc, le call to action, qu'on n'hésite pas à te contacter. On Ouais. partagera toutes les informations sur le projet open source. En tout cas, bravo pour cette initiative incroyable. Euh, ça donne envie de creuser le sujet. Et vraiment, là, je suis très étonné, étonné en bien, évidemment, sur la qualité du projet. C'est un produit professionnel, hein, c'est pro. Hein. Bah, J'ai l'impression, c'est vraiment pro. on essaie de bien faire les choses, mais vraiment, une fois de plus, c'est étonnant comment, quand on fournit un contexte graphe comme ça à un agent, le niveau de pertinence qu'il peut avoir derrière. Moi, j'ai été bluffé par certaines règles que je lui ai données. Ouais, c'est ça. En fait, tu peux surcharger le système et voir s'il est consistant, en fait, hein, quelque part. C'est ça, hein. Ouais, D'accord. clairement. Bon, génial. Alors, voilà, je crois qu'on a passé déjà 40 minutes ensemble. Le mot de la fin? Bah, déjà, Alors, merci de m'avoir invité. ouais. Et alors, je sais que Le mot tu de as la beaucoup fin. d'actualités parce que tu as écrit plusieurs bouquins. Alors, ça fait des mois qu'on en parle et Ah, on s'est dit qu'on se ferait une prochaine émission sur ce que tu as écrit autour de la data. Donc, ça fera l'objet d'un épisode numéro 2 euh, avec toi ouais. sur ces bouquins-là et ce que tu proposes comme littérature. Avec grand plaisir. Ouais, ouais, la prochaine édition là, de mon premier bouquin, la troisième édition, pardon, devrait sortir, je pense, l'année prochaine. Donc, oui, avec grand plaisir, on fait ça. Bon, bah génial. En tout cas, merci. Je lance la petite musique d'outro. Reste avec moi et puis on débrief pour la fin. Reste avec moi. À très bientôt pour la suite sur tes bouquins, tes ouvrages. Merci Stéphane. À plus.